on est parti. Ça a eu du mal à se lancer, mais c'est bon. On est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 4 février. Plein de bonnes news pour aujourd'hui, c'est cool. C'est cool, on a des trucs intéressants, des trucs sympas, des trucs instructifs et des trucs insolites. Tout ce qu'on aime. On aura aussi du matériel, ne vous en faites pas. De quoi régaler tout le monde. On va commencer par le sommaire, comme d'habitude. Alors, premier truc, full régalade, des jeux offerts sur l'Epic Game Store. Full régalade, c'est gratuit. Petite news à la suite sur YouTube qui pique des fonctionnalités de Twitch. C'est marrant quand même. Voilà. Ça s'inspire des meilleurs, forcément. Assez grosse news sur IBM et l'informatique quantique. Encore une fois, j'ai pas toutes les connaissances dans le sujet, mais je trouve ça très intéressant et j'ai essayé de comprendre, de m'instruire et je vais vous partager ça. Mais ils travaillent fort en tout cas, hein. Ça, on peut le dire. On continuera avec Valve qui est condamné à une amende de 4 millions de dollars pour violation de brevets. Ça a l'air mérité, hein, honnêtement. Ça a l'air mérité. Après, les sommes, je sais pas. Valve est une très grosse entreprise. Ça va pas les mettre en péril, mais ça reste assez cher. On continuera en parlant fibre optique avec un nouveau câble transatlantique mis en service. Du coup, reliant les États-Unis et la France. Un sacré projet et quelque chose qui va nous permettre de encore améliorer notre réseau internet, au moins entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Après, c'est toujours un peu plus compliqué, mais au moins entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on aura quelque chose de... On aura déjà plusieurs passages et à très haute vitesse, donc c'est plutôt sympa. On aura une partie sur les consoles nouvelle génération, PS5 et Xbox, on en parlera. Pas des news qui font plaisir, hein, clairement, on va pas se mentir. Je vous annonce pas des trucs sympas pour les gens qui attendent les consoles. On aura un peu de matériel tout de même avec un clavier plutôt haut de gamme de chez Thermaltake. Un clavier plutôt intéressant, clavier mécanique. On aura une petite mise à jour sur la news qu'on avait déjà traitée sur les produits Ikea en collaboration avec Asus ROG, des produits qui ont l'air intéressants. Malheureusement, la mise à jour de cette news fait qu'on devra attendre, on a une date, mais pas pour tout de suite. On continuera avec un boîtier d'acquisition de la part d'Asus. Alors là, c'est un peu la surprise. J'avoue que Asus fait pas trop ça d'habitude, mais on n'a pas de prix, on a des informations techniques qui peuvent être intéressantes. Tout dépend de la gamme de prix, mais c'est un peu nouveau de la part d'Asus de sortir ce genre de truc. Mais pourquoi pas. On aura une carte mère que vous ne pourrez pas vous acheter. Enfin si, vous pouvez, mais honnêtement, elle est très très chère. Elle est très stylée, mais très chère. C'est un peu le top de la tech, mais du coup à un prix de top de la tech. Elle régalera, hein. Elle régalera. Juste pas votre porte-monnaie, ni votre banquier, mais sinon elle régalera. Petite news qui fâche du côté de chez AMD et même pas sur les stocks. Enfin, un petit peu en fait, c'est un petit peu une conséquence. C'est les parts de marché qui revont à la baisse après avoir bien travaillé et ça redescend malheureusement. On continuera avec des cartes graphiques disponibles mais très très chères, des custom AMD, des écrans pas disponibles encore et aussi très très chers, mais plutôt sympa. Après, peut-être un peu trop cher, mais plutôt sympa. Et on finira avec un bricoleur de génie qui a transformé sa Game Boy en télécommande. Et oui, et ça marche, un bricoleur de génie, hein.
Nous, on n'est pas capable. Lui, il y arrive. On va pouvoir commencer tout de suite avec au moins 7 bonnes news. On en a au moins une. C'est ce jeu. Enfin, je devrais dire ces jeux parce que dans cette news, on n'aborde que le jeu For the King qui est offert sur l'Epic Game Store. Je ne connais pas du tout le jeu For the King. Des graphismes plutôt atypiques. Faites-vous plaisir, c'est gratuit. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous n'avez même pas besoin de le télécharger, vous avez juste besoin de l'ajouter à votre bibliothèque. Ça vous coûte 0 €. Moins cher que ça, ce n'est pas possible. Donc faites-vous plaisir, prenez-le, vous verrez bien, vous testerez ou pas d'ailleurs. Vous le téléchargerez ou pas, mais ça vous laisse l'opportunité, un jour pluvieux avec plus de jeux à jouer, on sait jamais. Ça peut arriver. Donc allez-y, foncez et sachez en plus qu'il y a un deuxième jeu offert qui est Metro Last Light Redux. Donc un jeu plus pour un public averti et mature. Un jeu qui... je crois qu'il y a des zombies ou un truc comme ça. C'est pareil, je connais pas trop, mais moi c'est des trucs que ça fait partie des jeux que je prévois de faire. Ils sont déjà ajoutés à ma bibliothèque pour ma part. Quand j'ai vu ça, j'ai foncé, hein. Moi, ce que je vous dis, c'est pas des bêtises, hein. Quand je vous dis foncer, c'est moi je le fais, hein. Moi, j'ai vu qu'il y avait des jeux offerts, j'ai foncé, je les ai pris. Ils sont déjà dans ma bibliothèque. Et en vrai, voilà, encore une fois, c'est gratuit. Si vous voulez ne jamais y jouer, vous y jouerez jamais. Si un jour vous prend l'envie d'y jouer ou l'envie de tester un nouveau jeu et vous savez pas quoi, et ben vous allez dans votre bibliothèque et vous aurez ça en plus. Donc pourquoi pas, même si For the King je ne connais pas du tout. Après c'est à tester, hein. Il faut tester, surtout quand c'est gratuit. On va pas se mentir, quand c'est gratuit, difficile de dire non. Difficile d'avoir des excuses pour dire non. On continue avec cette news qui me fait quand même beaucoup rire. YouTube qui pique des fonctionnalités à Twitch. Plus précisément sa fonctionnalité de clip. Alors, on va en parler vite fait, tout de même. Parce que, voilà, à la base, Twitch, c'est une plateforme de live. Même s'il y a les rediffusions des lives, ça reste d'abord le live et ensuite en fonctionnalité annexe et rediffusion des lives. YouTube, c'est d'abord des vidéos qui sont potentiellement montées ou pas, mais en vrai, ce qui a fait la réputation de YouTube, ça reste les vidéos montées. Donc très travaillées sur des formats plutôt courts. Donc en vrai, la fonctionnalité de clip fait ultra sens sur Twitch où c'est du live et du coup clipper une petite partie d'un live de 1, 2, 3, 4 heures, ça a beaucoup de sens. Là où faire un clip sur une vidéo, ça a déjà moins de sens, surtout si elle est courte. Ensuite, effectivement, YouTube fait maintenant du live. Donc oui, pour ces lives, ça a du sens, c'est vrai. Mais il va se poser le problème des droits d'auteur, probablement. Parce que, encore une fois, YouTube, c'est pas que... Enfin, c'est même pas principalement du live, c'est quand même principalement des vidéos. En vrai, pourquoi pas, ça peut être une... c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste que c'est un peu la porte ouverte à beaucoup de dérives et beaucoup de problèmes à gérer pour YouTube. Mais l'idée est pas mauvaise et c'est quand même une fonctionnalité très appréciée de Twitch. Donc on peut comprendre que d'autres plateformes apprécient ou jalousent un peu cette fonctionnalité et décident du coup de la rendre disponible chez eux, hein. Ça se comprend totalement. Et c'est vrai que c'est quand même une très bonne fonctionnalité et ça permet de faire des genres de highlights sur certains. À partir du moment où tu as pas mal de spectateurs qui utilisent la fonctionnalité, ça te permet d'avoir des highlights de ton live qui peut être très long, comme ça à disposition et
Ça permet de faire des trucs sympas, hein, honnêtement. Donc c'est pas vraiment étonnant, juste peut-être les histoires de droits d'auteur, euh, peut-être que moi je pensais dans un premier temps que ce serait disponible que sur les lives. Le problème c'est qu'il n'y a pas une vraie dissociation sur YouTube entre les lives et les vidéos, parce que un live, une fois qu'il est passé, il se transforme en vidéo. Je sais pas. Je sais pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ils verront bien. Ils verront bien et ils géreront ou pas, mais ils verront bien. On continue avec une grosse partie enfin, une grosse news. J'ai décidé de pas mal vous en parler parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse, même si c'est très compliqué et que je suis loin de tout comprendre. C'est l'informatique quantique. Ici, c'est IBM qui nous en parle. IBM, il travaille dessus fort, très fort, et tellement fort que là, ils nous ont annoncé une feuille de route jusqu'en 2026, uniquement sur leur travail sur l'informatique quantique. Donc, ils ont des plans, ils ont mis leurs plans sur papier, et ils ont, en tout cas, essayé de faire en sorte que leurs objectifs se réalisent d'ici 2026. Et leurs objectifs, ils sont pas petits, hein. Honnêtement, j'avoue qu'IBM est un grand groupe, même si, si je me trompe pas, c'est quand même un groupe qui est un peu en perte de vitesse. Ça a été un leader, ça l'est moins. Là, honnêtement, s'ils avancent comme ça, ils peuvent redevenir leader dans certains domaines, parce que c'est vraiment, vraiment du lourd. Déjà, premier truc, ils promettent des applications, notez bien le terme, des applications rendues 100 fois plus rapides d'ici fin 2021. Donc déjà, calendrier très très serré, très très short. 100 fois plus rapide, c'est quand même pas un petit gain, hein. Tout le monde aimerait, si je vous propose que votre PC ou votre téléphone soit 100 fois plus rapide, j'imagine que vous prenez, et moi aussi. Donc on parle de vrais gains de performance. Par contre, il faut lire aussi les petites lignes. C'est des applications, et ensuite on nous explique qu'on va optimiser le matériel quantique existant au sein de l'entreprise pour faire marcher certains trucs de manière bien plus optimisée, donc 100 fois plus, jusqu'à 100 fois plus rapide sur certains trucs. Donc voilà, c'est une histoire d'optimisation. Là, on n'est pas encore dans le vrai gain en performance d'un point de vue technique pur, on est dans l'optimisation d'un système pour résoudre certaines tâches. Mais c'est déjà intéressant, parce que pour l'instant, effectivement, on en parle déjà de temps en temps de l'informatique quantique, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et même les experts, parfois, en tout cas, moi j'ai essayé de comprendre, et parfois c'est pas clair. J'ai du mal à... Même les experts, quand ils en parlent, ils ont du mal à être clairs. Donc c'est un peu compliqué, surtout que c'est des recherches qui demandent énormément d'argent. Vraiment énormément, hein. C'est du coup un peu compliqué de faire de la recherche pour quelque chose que pas grand monde comprend. Qu'est-ce qu'ils nous promettent d'autre? IBM, ils nous promettent d'avoir une machine, ou peut-être dans le futur des machines, avec plus de 1000 qubits d'ici 2023. Encore une fois, 2023, c'est pas dans longtemps. Qu'est-ce qu'un qubit? Sûrement vous ne savez pas. C'est très compliqué. Mais en gros, prenez-le comme un cœur de processeur. C'est une pièce capable de faire un calcul, capable de faire des calculs, comme un cœur de processeur. Donc potentiellement avoir des machines avec 1000 cœurs qui fonctionnent en même temps pour réaliser des calculs. Parce que oui, hein, l'informatique quantique, elle va pas être là pour aller surfer sur internet, lire vos mails ou même faire du jeu vidéo. Ne rêvez pas,
ça va être pour de la recherche et des calculs très compliqués, souvent des simulations. Et c'est là où on en arrive à qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est bien de faire des machines super puissantes, mais est-ce qu'elles servent à quelque chose? Et du coup là, ils expliquent très simplement et très gentiment que, par exemple, eux, ils vont faire la simulation de différents états et de leurs propriétés de molécules complexes comme de l'hydrure de lithium. Alors, je vous avoue, je ne sais pas à quoi sert l'hydrure de lithium. Le lithium sert à faire des batteries notamment. Euh, et il nous explique que voilà, si on arrive à faire ce qu'on veut, au lieu de passer des centaines de jours à calculer cette simulation, parce que oui, c'est des simulations très très complexes et qui demandent des ressources énormes et même des supercalculateurs mettent plusieurs dizaines, voire des centaines de jours pour calculer les simulations. Et bah là, ça reviendrait à une journée. Voilà, maximum 24 heures. Donc passer de plus de 100 jours à 24 heures. Effectivement, le gain semble intéressant et en réalité, quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que voilà, il y a plein de trucs, on est limité par ça, par les puissances de calcul, pour faire des simulations, et la moindre simulation prend un temps extrêmement long, ce qui nous permet pas de tout essayer. Ça nous permet de faire quelques essais, mais si on veut tout calculer, tous les cas possibles, ça devient infiniment long. Et du coup là on nous promet de ne plus avoir ces problèmes d'infiniment long. Clairement c'est pour le futur, hein. On n'est pas, ça va pas être demain et leur calendrier paraît vraiment très très court. J'espère qu'ils réussiront, hein, mais c'est pas gagné parce que ça fait quand même quelques années qu'on y travaille et c'est compliqué. Et on va finir par quelque chose qui va vous parler, enfin qui va vous parler un peu plus. On va voir des visuels. Alors voici à quoi ressemble un, j'allais dire un ordinateur quantique, mais une partie d'un ordinateur quantique. En gros, le processeur, la partie calcul. Donc voilà à quoi ça ressemble vraiment. C'est quand même un peu chelou, on peut le dire. Et là, c'est pour qu'il soit visible. Euh, Normalement, il est dans un cylindre, comme ça. Voilà, ce genre de cylindre. Où on y fait passer de l'azote liquide pour le maintenir à des températures optimales de fonctionnement. Donc vous voyez, hein, il faut ce genre de gros cylindre, plus toute l'informatique qu'il y a derrière, qui ressemble à un serveur. On est plus des gros besoins en alimentation, en azote liquide, tout ça, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et, euh, et ça arrivera dans le futur, c'est sûr. Euh, Ça nous promet des performances infinies de la part du matériel informatique en termes de recherche. Vraiment, ce serait passer un cap énorme, mais on est loin de la disponibilité, ne serait-ce que pour les instituts de recherche. Donc le grand public n'y pensait pas. Mais d'un point de vue technologique, c'est quand même très intéressant et il place la barre très haut IBM en se donnant des deadlines parfois très courts comme fin 2021 pour avoir des applications 100 fois plus rapides. Il va falloir le faire quand même, hein, c'est pas simple. Ne pensez pas que c'est 2 lignes de code, hein, c'est très compliqué. Et même une machine à plus de 1000 qubits en 2023, et enfin, c'est très audacieux. On espère qu'ils progresseront vite, mais c'est chaud, hein. C'est chaud et en plus, c'est pas les seuls à travailler dessus. Donc faut pas traîner non plus, hein. Il y a du monde, qui court à la réalisation du premier ordinateur quantique vraiment fiable à 100% et fonctionnel à 100%. Et on n'y est toujours pas. Donc on verra dans le futur. On continue avec Valve. Valve qui reçoit une amende de 4 millions de dollars pour vos violations de brevets. Alors,
On parle ici du Steam Controller. Voici la manette en question. Et on parle plus précisément, est-ce qu'il y a une photo? Il n'y a pas de photo. Des gâchettes, les gâchettes arrière. On nous parle aussi du brevet qui appartient à Scuf Gaming. Voilà. Et en fait, au moment où le Steam Controller est sorti, vers 2014, Scuf, qui était encore indépendant, a envoyé un petit message à Valve en disant voilà, c'est quand même nos gâchettes, on a le brevet, machin. C'est vous êtes en violation de brevet, quoi, direct. Et Valve, un peu sur leurs grands chevaux, j'imagine, on dit on vous écoute pas, on vous entend pas, on ne sait pas qui vous êtes, ne nous parlez pas. Sauf que depuis, Scuf a été racheté par Corsair, Corsair qui est quand même un gros groupe qui sait se faire entendre quand ils ont besoin de parler et qui se sont pas vraiment embêtés, hein. Ils sont allés voir la justice aux États-Unis et voilà le résultat, hein, 4 millions de dollars à verser à Scuf et du coup à Corsair parce que voilà, ils ont volé le brevet, faut assumer, hein. Surtout ils étaient au courant dès la sortie de leur contrôleur. Scuf leur a dit c'est nos gâchettes, c'est notre brevet. Ils n'ont pas voulu entendre. Maintenant ils payent et ils payent probablement au prix fort surtout que maintenant ils payent sur quelque chose qui n'est plus vendu, sur lequel ils font plus d'argent et voilà, hein, c'est un peu longtemps après, mais c'est la justice, hein, parfois ça prend du temps et 4 millions c'est pas mal quand même. On continue avec de la fibre optique et pas n'importe laquelle, hein, pas la même que si vous avez la chance d'être fibré, pas la même qui arrive jusqu'à chez vous. Parce qu'on parle ici de câbles transatlantiques, donc entre les États-Unis et la France. Il y en a déjà. Alors je veux pas dire de bêtises, donc je suis pas sûr s'il y en a déjà entre les États-Unis et la France, mais il y en a déjà entre les États-Unis et l'Europe. À voir où ils arrivent. Ça, c'est là-dessus où je suis pas sûr. En tout cas, celui-là arrive bien en France. Il a été demandé payé, j'imagine même, par Google. Google qu'on ne présente plus, hein, des géants. Il a été fabriqué et posé par Subcom, que je ne connais pas, mais qui doit être spécialisé dans ce genre de câble, qui est quand même un truc assez de niche. Son débit est plutôt sympa. Beaucoup de gens aimeraient avoir ce débit, mais personne n'aura jamais ce débit, hein, ne rêvez pas. C'est 250 terabits par seconde, ce qui fait du coup plus de 30 octets par seconde en débit. Voilà, c'est fait pour relier des continents, hein. On n'est pas sur de la connexion personnelle ni professionnelle. On est sur de l'autoroute de l'internet. Du coup, pour être plus précis, il relie Virginia Beach aux États-Unis à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. C'est Orange qui a fait la connexion côté français. Donc voilà, ça va être mis en place là aujourd'hui ou demain, le temps que tout ça se mette bien. Ça consolide principalement les liaisons entre l'Europe et les États-Unis. À noter, je sais pas si c'est encore le cas, mais fut un temps, et il n'y a pas si longtemps que ça, où en tant qu'Européen, si on voulait contacter un serveur en Asie, on passait par les États-Unis. Avouez que c'est pas forcément le plus rapide. Parce qu'il y a un problème d'Europe à Asie. Il y a un moment
où l'internet est pas fou, ça partage pas tout, enfin il y a des bails compliqués. Donc c'est pas plus mal. C'est commandé par Google. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Si vous avez peur qu'ils prennent vos données, ils les ont déjà, laissé tomber. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Techniquement, on a fait des progrès parce qu'il est du coup plus rapide que les anciennes versions. On a parce qu'à l'intérieur, on a plusieurs câbles de fibre, hein. Pour atteindre ces débits-là, on doit bien tricher un peu. On met plusieurs paires. Chez vous, vous avez une paire, un pour l'aller, un pour le retour. Et bah ici, vous avez 12 paires. Bah ouais, c'est plus simple. Grâce à une nouvelle technologie qui nous permet d'atteindre des débits incroyables. Donc c'est cool, hein, si on peut diminuer un peu. Sachez qu'en général, pour quelque chose de bien optimisé, il faut 100 millisecondes pour contacter un serveur américain. Est-ce qu'on pourra faire baisser un peu cette latence? Pourquoi pas, hein, ça ferait plaisir. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Et ça peut que accélérer la transition des flux d'un point de vue global. Donc c'est cool. Et puis en plus c'est payé par... pour une fois c'est payé par du privé. Et ça c'est cool aussi. On continue avec les news sur les consoles next-gen, enfin les consoles actual gen maintenant. C'est vrai que j'ai pas encore réussi à m'y faire, mais en même temps il n'y en a pas trop de disponibles. Et on vient avec des mauvaises nouvelles. Clairement, première mauvaise nouvelle, le prix. On apprend ici que les PS5 sont vendus à perte, en pénurie ça on le savait, mais vendus à perte. Petit truc à noter, il est illégal de vendre à perte, mais il est légal de produire à perte. Et vu que la PS5 est produite par Sony, ils peuvent la produire à perte. On peut juste pas la vendre à perte. On peut pas l'acheter plus cher que ce qu'on la revend. Mais vu qu'eux ne l'achètent pas, ils la produisent, ils peuvent la produire à perte. Et on nous dit, on nous pose la question, est-ce que le prix va grimper? Enfin, on évoque le sujet. On nous dit dans cette news principalement que la hausse des prix, enfin, que le fait qu'elle soit vendue à perte actuellement n'était pas prévu. Déjà, même si par le passé il y a déjà eu des consoles de base vendues à perte, de base, hein, genre stock de base, hop, à perte. Non, non, ici, c'est juste que on n'avait pas anticipé la hausse de certains prix, le transport, les composants pour cause de pénurie, tout ce qu'on connaît actuellement, par exemple pour les cartes graphiques, tout ça touche aussi la production de consoles. En même temps, ça ressemble vachement à ce qu'il y a dans un PC, donc ça se comprend. Et là, on nous dit que en plus, ça va potentiellement pas s'améliorer, que on est dans une phase où potentiellement ça va encore augmenter. Et du coup, est-ce que Sony a intérêt de monter ses prix? Ça semble compliqué quand même de se dire qu'elle a intérêt à monter ses prix parce que bon, c'est tout de même 500 € une console dernière génération. On est sur des prix qui ne sont pas non plus donnés. La passer à 600 €, on sait que il y a déjà eu des essais et ça n'a pas marché. Donc voilà, est-ce qu'ils doivent absorber eux-mêmes la perte et, euh, et la différence en vrai, peut-être, hein. Peut-être que c'est quand même le meilleur plan, que ce soit pour eux comme pour le consommateur. Parce que parce qu'on on imagine que tout de même, hein, comme Microsoft, on imagine que qu'ils y gagnent derrière sur les services, même si Sony est quand même derrière en termes de services. Déjà le, euh, le PS Plus, le PS Plus, ce qui permet d'avoir accès au système en ligne de PlayStation, doit compter un sacré paquet d'abonnés sur lesquels ils font de l'argent, hein, forcément. Donc
Je pense que ce serait une erreur d'augmenter le prix de la console. Après, ils peuvent le faire, hein. Ils en sont capables. Mais c'est quand même prendre le risque de se fâcher avec le client qui potentiellement déjà galère à trouver une console et en plus à apprendre que en plus de galérer il va devoir la payer plus cher par rapport aux gens qui l'ont eu direct. Euh, Ça risque de créer un vrai mécontentement chez les joueurs. Donc ça reste très touchy comme histoire. À eux de voir, mais à mon avis il ferait mieux d'encaisser la vente de consoles à perte et ce serait pas la première fois. Donc it's ok. On continue avec la Xbox Series X annoncée du coup en rupture jusqu'en avril et en disponibilité limitée jusqu'à juin. Cette news est à prendre quasiment telle quelle pour la PS5 et d'ailleurs la news précédente sur la PS5 peut aussi être prise pour la Xbox parce qu'il y a la même chose dedans. Donc Microsoft doit sûrement avoir subi une hausse des prix des composants pour faire leur Xbox. Après c'est pas les mêmes groupes non plus, donc ça marche peut-être pas pareil, mais les composants sont plus chers pour tout le monde, ça c'est sûr, et la disponibilité est compliquée pour tout le monde, ça aussi c'est sûr. Ici du coup on nous dit 4 mois d'indisponibilité. Bon, l'indisponibilité c'est pas zéro non plus parce qu'on voit il y a des stocks avec quelques dizaines de consoles qui sont mis de temps en temps à jour, mais ça dure rarement plus de quelques minutes voire quelques secondes et c'est pas une vraie disponibilité, hein. C'est un peu de la débrouille et de comme on peut quoi. Du coup, bah, ça va être 4 mois comme ça, hein, clairement. Il s'en cache pas, c'est sûr. Ça sera comme ça. Et ensuite, on nous dit disponibilité limitée jusqu'en juin. Qu'est-ce que veut dire limité? Bah, ça, ils le disent pas, forcément. Ça, c'est un peu limité. Ok. Du coup, en gros, il n'y en aura que très peu, ça va reprendre tout doucement. Et ceux qui le disent, donc c'est sûr. Deuxièmement, ça colle quasiment date pour date avec le calendrier d'AMD qui reprévoit une production un peu plus classique. Donc au final, ça semble logique, ça semble normal. De toute façon, c'est AMD qui font les composants primaires. Donc voilà, hein, il faudra attendre qu'AMD puisse produire plus pour avoir plus de stock. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de stock. Ça semble plutôt logique. On continue avec un clavier. Un clavier plutôt haut de gamme. Oui, plutôt haut de gamme. De Thermaltake. Le W1 Wireless. Alors, on commence direct avec le prix, comme ça ce sera dit. Il coûte 140 €. C'est plutôt cher. Mais par contre, pour ce prix-là, vous avez un clavier mécanique, déjà, avec 100%, vous avez toutes les touches. Vous avez le choix entre des interrupteurs Cherry MX bleu ou rouge, suivant si vous aimez le linéaire ou le clicky. En termes de connexion, on a le Wi-Fi 2,4 GHz ou le Bluetooth ou le fil, suivant ce que vous préférez. Par câble, on est sur un connecteur type C. En 2,4 GHz, vous avez une portée de 10 mètres et une autonomie d'1 mois et demi, ce qui est quand même pas mal. En Bluetooth, on passe à une autonomie de 2 mois et demi, mais avec une latence plus importante. Petit truc, je vais le montrer directement, comme ça, paf. Petit truc qui fâche, enfin moi je trouve que ça fâche un peu, c'est des piles dedans. Je sais pas, moi les piles, je suis moyen d'accord. J'avoue que je suis moyen d'accord sur les piles. Après,
À voir, hein, mais je suis quand même moyen d'accord. Et on a, par contre, point sympa, on a un repose-poignet, un vrai repose-poignet, ce qui est quand même plus agréable. Je sais pas s'il est amovible, ce n'est pas dit. Le mieux, c'est quand même d'avoir un repose-poignet amovible, comme ça, on choisit. Petite question sur le RGB, il n'y a pas de mention concernant le RGB et ici on ne voit pas de RGB, donc peut-être qu'il n'est pas RGB, ce qui serait quand même un peu dommage pour un clavier à 140 €. Moi j'avoue que si j'achète un clavier 140 €, je préfère qu'il y ait de la lumière, qu'on puisse l'enlever au pire. Yo, Cimer, qu'on puisse l'enlever au pire. J'avoue que parfois on peut pas forcément avoir de la lumière sur son clavier, mais pour 140 €, je préfère avoir un peu de lumière qui fait plaisir, au cas où s'il fait sombre, que je puisse voir sur quelle touche j'appuie. C'est quand même bien mieux. Mais sinon c'est pas mal, toutes les connexions donc potentiellement compatibles avec tout et n'importe quoi. Ça c'est pas mal aussi. Et une autonomie plutôt sympa, juste c'est sur pile quoi. Moi j'avoue que j'utilise plus trop de piles, hein. Ça m'embêterait un peu d'avoir à me retrimballer des piles. Mais en échange on a une très bonne autonomie et donc je sais pas si on peut faire aussi bien avec des batteries. On continue avec Ikea et Asus qui nous ont montré des trucs sympas. On va les remontrer ici. En vrai, des trucs plutôt cool. Bon, ici, le truc peut-être le moins gaming, une espèce de table de chevet. Ça peut-être le truc le moins gaming, mais on a un bureau clairement pour mettre un PC dessus, hein, avec une surface tapis de souris sur tout le bureau. Aujourd'hui, on apprend par contre que ça arrivera que en octobre chez nous. Pour l'instant, c'est pour la Chine. Voilà. J'avoue que je savais pas que Ikea était spécialement implanté en Chine. Maintenant, je le sais. Asus est une marque pas chinoise mais asiatique. Et ça arrivera en octobre chez nous, donc une bonne année entre l'annonce, le teasing sur les réseaux sociaux et les produits disponibles. C'est quand même un peu long, sachant que c'est déjà disponible en Chine, c'est un peu long pour arriver chez nous. Et ils promettent les prix chinois sont intéressants. À voir comment ce sera chez nous. Mais les prix chinois sont intéressants. Pas sûr qu'on ait les mêmes prix. Toujours un peu la galère sur les différentes devises, mais on verra. On continue avec un boîtier d'acquisition de Asus TUF Gaming, le CU4K30. Alors, qu'est-ce qu'est un boîtier d'acquisition? Ça vous sert à récupérer le flux vidéo d'une source. Donc notamment pour les gens qui veulent enregistrer ou filmer en temps réel leur console, par exemple. Et bah il faut un boîtier d'acquisition, sauf si on fait quelque chose directement via la console, mais en général, si on veut avoir un truc qualitatif et pouvoir retravailler un peu le signal derrière, on utilise un boîtier d'acquisition ou alors une carte d'acquisition directement dans un PC. Du coup, on nous promet un tarif attractif, même si on n'a pas le tarif. On a un look pour le coup ultra design. C'est bien le premier boîtier d'acquisition que je vois aussi beau. D'habitude, c'est un genre de boîte noire, en vrai. Là, on a, je sais pas si c'est du vrai, mais un effet alu brossé, tout ça, on a du RGB. En termes de connectique, on a 2 HDMI, bah, il faut bien, 2.0 et un USB-C. L'USB-C vous permettra de le raccorder du coup à un PC pour récupérer le signal. L'USB-C c'est cool, mais ça a un problème. Ça a un problème tout de même, c'est que si vous n'avez pas un USB-C sur votre PC, vous perdez en débit et donc
vous pouvez plus faire de 4K. Vous pouvez plus faire de 4K. En fait, l'histoire, c'est que en fonction de votre connectique, vous avez plus ou moins accès à différentes résolutions et différents frame-rates. Avec un USB 2.0, l'acquisition elle se fera uniquement en 720p 30 fps. Quand on est avec de l'USB 3.2 Gen 1 X1, on peut avoir accès à tout jusqu'à de la 4K 30 fps. En entrée, vous pouvez mettre à peu près tout, de la 4K 60, de la 2K 144 et du 1080p jusqu'à 240 Hz. À voir le prix que ça coûtera. Il est ultra design, on peut lui donner ça. Et s'il a un prix intéressant, pourquoi pas? Parce que en général, c'est des trucs où si on veut quelque chose de qualitatif, c'est quand même très cher. Et c'est un peu dommage. Mais là, il est vraiment très travaillé visuellement. C'est un peu étonnant d'ailleurs. Mais pourquoi pas? On continue avec une carte mère. Une carte mère que vous ne pourrez pas vous payer. Ou que vous ne voudrez pas vous payer. Voilà à quoi elle ressemble visuellement. On a ici un énorme waterblock intégré à la carte mère. On est sur une carte mère MSI en collaboration avec EK. EK qui fait la partie water cooling. C'est magnifique. Le waterblock refroidit votre processeur ainsi que les phases d'alimentation, donc les parties les plus susceptibles de chauffer. Très malin. Franchement, d'un point de vue technologique, c'est stylé. D'un point de vue look, moi j'aime bien. Après, on passe au truc qui fâche. D'un point de vue prix, ça coûte 500 $. Voilà. Donc, ça fait 600 € chez nous. Voilà. Mais sinon, c'est hyper stylé. Non, on va pas en parler plus. C'est super cher. C'est super cher. On continue avec des processeurs AMD. AMD qui a du mal et qui recule en part de marché face à Intel. Oui, oui, oui. Ça perd quand même pas mal. Hein. Ça perd quasiment 1% en processeur de bureau et plus de 1% en processeur mobile depuis quelques mois. En cause le manque de production d'AMD en termes de processeurs. Bah oui. Hein. Ils sont en galère de prod, hein. Ils sont vraiment en galère. Je pense qu'ils sont obligés de d'abord faire les consoles et même pour ça ils sont en galère. Donc ça s'annonce plutôt mauvais. Là où il y avait potentiellement des beaux jours à venir chez AMD, c'est un peu terni par les problèmes de production. C'est dommage. Surtout que leurs derniers processeurs sont quand même très sympas et font envie à beaucoup de monde. Donc c'est dommage. On continue avec des cartes graphiques un peu comme la carte mère que je vous ai montré. Hein. C'est sympa, ça fait plaisir, mais on va pas les acheter parce que c'est bien trop cher. On est ici sur des MSI Custom AMD 6800 et 6800 XT Gaming X Trio. Donc dans la veine de ce qu'on a vu hier avec la 6900 XT Gaming X Trio. Ça ressemble vachement en termes de visuel. En termes de prix, c'est moins cher qu'une 6900 XT qui était à plus de 1500 €. Ici, on est sur la 6800 à 920 € et la 6800 XT à 1080 €. Quand j'ai préparé mes news, c'était encore disponible. Je pense que ça l'est encore à ces prix-là. C'est quand même très très cher. Franchement, une 6800 pour plus de 900 €. Je suis moyen chaud. Non, en vrai, je suis pas du tout chaud. Je trouve que c'est exorbitant comme prix. Peu importe. En vrai, elles pourront jamais avoir les performances pour me dire que ça vaut son prix. C'est trop cher. C'est dommage. Mais au moins, c'est disponible pour les gens qui veulent absolument mettre la main dessus. Ils le peuvent. On finit avec les écrans. On a 2 écrans qui vont être très chers. On est sur le matériel très cher aujourd'hui. Oui, oui, oui.
C'est pas moi qui ai choisi, mais c'est comme ça. Premier écran, un écran Gigabyte, Gigabyte Aorus, donc le haut de gamme. On est sur du 27 pouces en format d'IPS 1440p, donc l'intermédiaire entre la 4K et le Full HD. 240 Hz de rafraîchissement, ça régale. On a le FreeSync Premium, le G-Sync compatible, validé par Nvidia, tout ce qu'il faut pour le gaming. Et puis d'ailleurs, les 240 Hz en 1440p, c'est aussi tout ce qu'il faut pour le gaming. Honnêtement, c'est de la régalade en termes de caractéristiques. C'est un peu l'écran gaming du futur, hein, là où le gaming se fait encore beaucoup en Full HD. Bientôt, on le fera en 1440p parce qu'on aura les machines pour. Honnêtement, le seul petit problème sur ce modèle, c'est son prix, parce qu'il coûte quand même 880 €, ce qui est très très cher. Franchement, pour ce prix-là, on peut aller se chercher un écran 4K 144 Hz, et du coup avoir un écran avec des performances que quasiment aucune machine peut atteindre. Donc voilà, hein, je pense que honnêtement, moi personnellement, j'irais plus chercher quitte à mettre autant d'argent, j'irais plus chercher soit une plus haute résolution, soit un plus grand écran. Parce que c'est quand même plutôt cher. Et le 4K 144 Hz doit régaler à l'infini. Donc très bon écran. Peut-être un peu trop cher, attendre qu'il baisse un peu ou le trouver en promo, mais là, c'est quand même un peu cher. Dernier écran, tout aussi cher. On va se mettre d'accord tout de suite. Il coûte 900 $, donc sans taxe machin. Voilà, hein, donc on sera au-dessus des 1000 € normalement en France. Par contre, on est sur du 34 pouces, donc déjà on a step up en termes de format. On est sur un écran incurvé. Pareil, on a step up en termes de format. On est sur une résolution 1440p, oui, mais en ultra large, donc plus large. Pareil, hein, sinon on est sur de la full régalade, tout ce qu'il faut pour se mettre bien. On n'a pas le taux de rafraîchissement de données, mais il sera probablement élevé, au moins de 144 Hz, j'imagine. Pareil, on sait pas trop sur le FreeSync, G-Sync, machin, mais c'est dédié au gaming, donc ça devrait bénéficier de tout ce qu'il faut pour nous régaler. En termes de look, il est quand même sacrément stylé. Moi, j'aime beaucoup. Et franchement, moi, MSI, j'ai toujours été régalé par leurs produits, donc je peux que en dire du bien. Ça fait bien envie. Forcément, il sera super cher, mais ça fait bien envie. On finit avec la news insolite. Un bricoleur de génie, une Game Boy, une Apple TV, et le mec a transformé sa Game Boy en télécommande pour son Apple TV. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu veux, mec, si tu veux. Et le pire, c'est que ça marche, hein. Donc il a pris une cartouche dans laquelle on insère une carte micro SD pour mettre son propre code fait maison. Et voilà, il s'en sert pour contrôler son Apple TV grâce au capteur infrarouge de la Game Boy. Quand même précurseur, hein. Capteur infrarouge sur la Game Boy et paf! Malin les gars. Un bel exploit, hein, n'empêche, ça doit pas être si simple que ça. Et faut déjà avoir l'idée. Ça fait quand même, regardez en plus sa Game Boy qu'il a customisé juste visuellement, hein. À l'intérieur, c'est la même Game Boy que celle que vous aviez quand vous étiez jeune. Il a juste mis son propre code. Quand même un boss, vraiment un boss. Pas sûr que j'aurais eu l'idée ni les compétences. Je me demande en termes de codage si c'est vraiment complexe ou pas. Mais ça régale. En vrai, moi je trouve ça assez incroyable. Ce genre d'idée et aller au bout, réussir à aller au bout, c'est quand même assez incroyable.
Voilà qui conclut notre point Actu Hardware. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé, on a eu des très bonnes news aujourd'hui. J'aimerais avoir que des jours comme ça avec autant de bonnes news. On a eu pas eu beaucoup de matériel vraiment, mais on a eu plein de sujets intéressants. Et voilà. Comme d'hab, vous pouvez laisser vos retours. Je lis tout avec grand plaisir. Et j'ai quelque chose d'autre à dire. Demain, dernier point Actu Hardware de la semaine. J'espère des aussi bonnes news. Sinon, j'en trouverai. Ne vous en faites pas. Je trouve toujours des trucs sympas. Et voilà, on se retrouve demain. N'hésitez pas à lâcher un petit follow ou à vous abonner sur YouTube si vous me voyez sur YouTube. Tout ça, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et j'espère que vous appréciez autant que moi ce petit moment journalier.